J'avais envie à mon échelle, avoir un impact sur les femmes, d'aider les femmes. J'avais envie de pouvoir faire avancer les choses. Moi, là-bas, je suis une personne créative. Je me suis jamais dit, initialement, voilà, je vais faire une marque éco-responsable, et ça a coulé de source. Ça donne un sens incroyable à ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des matières, et c'est un enjeu fondamental. Il faut recycler, bien évidemment, pour lutter contre ce gaspillage industriel textile. Mais on parle un peu moins des hommes, je trouve. Et nous, c'est vraiment cette balance sur ces deux sujets-là qui sont tout autant fondamentaux l'un que l'autre. C'est con, on parle de vêtements. Donc si t'as envie d'une robe rouge, je sais pas, avec des volants drapés, etc., tu peux la chercher pendant 15 jours, le temps de la trouver. T'as pas besoin d'en acheter une que tu trouves directement, qui est neuve. Aujourd'hui, je pense que toutes les marques qui vont se créer ont un devoir moral de faire de leur mieux, ou en tout cas avec un engagement. La clé essentielle du féminisme, je pense, c'est la notion de sororité. Et ça, je l'ai beaucoup développé dans mon travail, avec les femmes avec lesquelles je travaille, mes clientes essentiellement. Et en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je suis rentrée dans ce métier. Quand j'ai eu des bébés, je me disais, mais c'est quand même dingue, on leur met du benzène sur la peau, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si un jour je devais faire quelque chose, je ferais des vêtements où il n'y a pas de produits, dans lesquels il n'y a pas de produits chimiques pour les bébés. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Une discussion avec des femmes entrepreneurs, activistes, stylistes, mannequins, des femmes bien décidées à se battre pour faire bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable et moins polluante pour notre planète. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je dresse le portrait de ces femmes engagées. Cette semaine, je reçois Maëva Bessis, la directrice générale de La Caserne. La Caserne, c'est un accélérateur, un incubateur pour accompagner les marques qui veulent s'investir pour une mode plus durable. Maëva est une bosseuse et ça se sent dans tout ce qu'elle entreprend. En même temps, pour mener ce projet ambitieux et faire de la mode l'industrie la plus responsable, il faut faire preuve de persévérance et d'engagement. Et tendez bien l'oreille, une invitée surprise s'est glissée dans l'épisode. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maëva, merci beaucoup de me recevoir chez toi. Alors dans une interview, tu qualifies La Caserne de station F de la mode durable. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu entends par là et ce qu'est La Caserne ? Exactement. Alors c'est un espace de 4000 m² dans le 10e arrondissement. C'est une ancienne caserne de pompiers et ça va devenir un accélérateur de transition écologique pour l'industrie de la mode. Alors ça veut dire en gros qu'on va essayer d'aider les marques et tous les acteurs de la mode à faire de la mode plus responsable en travaillant sur 3 problématiques particulières: le sourcing des matières premières, la traçabilité et notamment le fait de documenter cette traçabilité et les volumes de production. Dans La Caserne, ça c'est la première mission, en fait vraiment accompagner l'industrie dans la transition écologique nécessaire. Et la deuxième mission, qui est tout aussi importante, c'est le fait de sensibiliser le grand public sur son pouvoir d'action. Quand j'achète un vêtement, je vote pour le monde que je veux voir demain, et même au-delà de ça, quand j'achète une bouteille d'eau, je vote aussi, et 3 fois par jour en fait je vote parce que je mange. Donc voilà, il y a un gros travail de sensibilisation qu'on a envie de faire d'une manière très positive. Les sujets RSE dans les entreprises peuvent parfois être un peu anxiogènes. Donc voilà, on essaye de balayer tout ça. On a un bel écrin qui est La Caserne, et on va essayer d'y mettre donc de la responsabilité, des solutions, la fête. Donc il y a 1500 m² qui sont ouverts au grand public en permanence, avec un restaurant, un bar rooftop, des salles polyvalentes qu'on appellera des salles de connaissances, où il y aura plein de conférences, et une salle de bal. Voilà. Ok, c'est chouette, c'est assez multifacette. C'est multifacette, ouais. Comme lieu. Ok. J'aimerais vraiment que ça devienne un peu la place du village, un endroit où on peut aller pour s'informer, pour apprendre des choses, pour se poser, pour travailler, pour découvrir, pour rencontrer des gens. Voilà, et un endroit aussi où tu vois, pendant la Fashion Week, il peut y avoir un défilé, et puis la semaine d'après, c'est la rentrée, c'est la fin des classes, et il y a l'école Louis Blanc qui est juste à côté. On est en train d'organiser aussi un spectacle avec les enfants de l'école Louis Blanc. Donc tu vois, c'est vraiment un lieu qui doit pouvoir accueillir tout le monde et où tout le monde doit se sentir bien dans cette idée de mieux vivre ensemble, et puis d'essayer de réfléchir à comment on fait pour avoir une planète qui va pouvoir nous accueillir encore pendant longtemps, en fait, parce que c'est ça la problématique. Tout l'enjeu, ouais. Tout l'enjeu, ouais. Et alors toi, comment tu t'es retrouvée à la tête de ce projet ?
C'est une bonne question. Moi, ça fait 7 ans que je travaille chez L'Exception, qui est un concept store dédié aux créateurs. Donc, on distribue 400 marques, principalement en ligne. On a un site internet et une boutique dans le 1er arrondissement de Paris. Et j'avoue qu'il y a un an et demi, j'avais un peu envie de changement. J'hésitais carrément à quitter l'industrie de la mode en me disant j'ai envie de faire un truc qui me donne encore plus envie de me lever le matin tôt et de faire des trucs cool, tu vois. Et à ce moment-là, il y a eu la mairie de Paris a lancé un appel à projet pour récupérer cet espace, et la condition, c'était que ça devait être une plateforme d'innovation dédiée à la mode. De là, je sais plus comment le projet est arrivé particulièrement, mais en fait, les investisseurs de L'Exception ont travaillé sur un premier projet. C'était à l'époque juste un accélérateur, c'était un incubateur pour la mode. Et puis le projet avançant, ils m'ont demandé de rajouter la partie responsable, qui au début n'était pas la totalité de la caserne, c'était juste un programme qui s'appelait le programme Écoception. Et puis quand on a présenté devant 30 ou 40 personnes de la mairie de Paris, et voilà, plein de gens qui décidaient, ils ont trouvé notre projet super, mais ils nous ont demandé d'aller encore plus loin dans la démarche pour accompagner les créateurs dans la transition écologique. Et donc là, moi, j'ai levé la main. Je dis, mais alors, évidemment, on a plein d'idées. Si vous nous poussez à aller dans cette direction, moi, je peux le faire. Et j'ai eu la chance d'être avec un monsieur qui m'a fait confiance. C'est Jacques Verrat, qui a cru en ma vision et qui, à l'époque, c'était pas évident parce que tout le monde n'était pas d'accord avec cette vision-là. Et on pouvait encore avoir une image de la mode responsable qui était pas forcément une image très glamour, très désirable. Et en fait, je dis non, il faut qu'on dédie cet espace à la transition écologique. Et la façon dont on peut apporter les choses, c'est qu'on va prendre des marques qui sont déjà désirables, des marques qui cartonnent, qui ont envie de changer, et on les aide à changer. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il m'a fait confiance. Et voilà comment je me suis retrouvée à la tête de ce projet. Ok, c'est intéressant. Et donc tu le disais, donc tu as travaillé pendant 7 ans pour L'Exception, et que tu as hésité donc à changer de secteur. C'était vraiment parce que tu avais pris conscience des dérives de l'industrie textile où tu t'as commencé à t'interroger. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic où tu as carrément hésité à complètement changer de... J'avais une envie de changement, et moi je suis quelqu'un de très passionné, et au bout de 7 ans j'avais perdu un peu la passion parce que finalement les années les saisons se suivent et se ressemblent, lancement des nouvelles collections, les campagnes Facebook, les newsletters, les pop-up stores, les soldes, enfin voilà, c'était un rythme assez répétitif finalement. Et aussi, oui, effectivement, je le voyais, en fait, moi, cette surproduction, elle était très visible parce que d'année en année, comme on avait des objectifs de croissance qui étaient importants, on était obligé d'acheter plus de stock. Et tu le vois en fin de saison, en fait, que, en fait, ça ne s'arrête pas. C'est de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et au bout d'un moment, je me disais, j'ai pas forcément envie de participer à ça, et je sais que j'ai une force de travail qui est importante, et j'ai envie de la mettre au service de quelque chose de bien, quoi. Pouvoir tous les matins me regarder dans le miroir et me dire putain, c'est super ce que tu fais, meuf, continue, go for it. Je comprends. Tu comprends? Ouais, je comprends. Et alors pour revenir donc à la caserne, ouais. Comment vous avez sélectionné les marques qui sont en train d'intégrer le projet? Oui. Sur quels critères? Qu'est-ce qui était obligatoire? Qu'est-ce qui ne l'était pas? Oui. Alors, on a lancé l'appel à candidature au mois de juin, qui s'est terminé au fin août. C'est moi qui ai décidé de le faire très tôt parce que j'avais envie d'avoir très vite ma team de premiers créateurs pour pouvoir aussi co-construire le programme et les espaces avec eux et avoir leur support et faire en sorte que voilà, on crée un espace qui sera top pour eux. Donc les critères, c'est quoi? Le premier critère que je donne à mon comité de sélection, c'est la volonté du fondateur ou du preneur de décision de transformer le modèle. Parce que la pire des choses qui puisse m'arriver, c'est d'avoir des marques qui viennent dans la caserne et qui finalement n'ont pas envie de se bouger et profitent de cet espace qui est magnifique sans pour autant avoir l'impact que j'ai envie d'avoir avec cet espace. Ok. Et donc en fait, elles ne sont pas forcément déjà responsables. L'objectif, c'est soit elles le sont un petit peu, mais c'est vraiment d'avoir envie de changer les choses. Exactement. Okay. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment des marques qui veulent prouver qu'en 3 ans, on est capable de transformer un modèle en travaillant sur 3 choses: le sourcing des matières premières, la traçabilité et les volumes de production.
Donc ça, c'est les 3 principaux piliers. Après, il y en a d'autres. Mais c'est les 3 principaux axes de travail. Et un autre critère aussi, j'ai envie de rassembler des gens qui sont sympas, tu vois. Parce que non, mais c'est important. Bah ouais. Ça fait partie de l'éthique aussi, hein. Exactement. Donc, voilà. Parce qu'on va tous être un peu une grande famille dans cette caserne. Et il faut qu'on soit OK pour partager les bonnes pratiques, pour discuter, pour échanger au maximum. Il y aura aussi des échanges, parce que je sais que c'est un point qui est toujours un peu compliqué de partager ces usines, ces fabricants. Pour les marques, c'est un peu le sujet compliqué. Alors, c'est une grande question et effectivement, idéalement, ce serait bien. Après, ce sera à chaque marque aussi de décider jusqu'où on peut aller. Mais tu vois, il y a Julia de chez Loom. Je sais pas si tu connais cette marque. J'adore cette marque. J'adore moi aussi. Je la trouve hyper militante et tout, impliquée. Et je sais que eux, par exemple, ils sont OK tout à fait pour partager leurs usines, etc. Donc certaines le feront, d'autres peut-être pas. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'essayer d'amener les gens à se dire OK, si à mon fournisseur je peux lui ramener d'autres clients, et pourquoi pas. Et de toute façon, on est dans une démarche où ce qu'on cherche, c'est des produits qui sont faits avec un savoir-faire de qualité. Et donc il y a pas finalement trop de compétition. Il faut essayer de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde et que on est tous dans le même bateau. Il faut qu'on Je suis bien d'accord. Il faut qu'on s'entraide parce que sinon on n'y arrivera pas. C'est sûr. Et je pense aussi, tu vois, que dans le processus de sélection, moi, je cherche vraiment des designers et des directeurs généraux de marque qui ont envie de se positionner comme les leaders de demain et être des exemples. Tu vois, Stella McCartney, elle est reconnue aujourd'hui dans le monde du luxe comme l'une des précurseurs pour la mode durable, responsable, etc. Je trouve pas ça normal qu'en France, on n'ait pas encore de figures comme ça qui explosent et qui soient visibles. Et je suis sûre qu'en fait, il y en a, mais c'est juste que aujourd'hui, elles ont pas eu les moyens de le faire. Mais il y a des volontés, j'en suis sûre, et nous, on va aller les chercher. Ok. Et tu dis dans une interview aussi concernant la sélection des marques, l'idée est de dépasser les bonnets péruviens et les sacs en osier, d'accompagner des nouvelles marques qui imaginent des modèles économiques et veulent transformer en profondeur les façons de faire de l'industrie. Donc ça, on l'a dit, mais j'aime beaucoup le côté dépassons les bonnets péruviens et les sacs en osier. Ça représente bien aussi le souci de la mode responsable il y a encore quelques années, c'était cette mauvaise image de c'est pas mode, c'est pas stylé. Tout à fait. Et c'est pour ça que un des autres critères, c'est que la désirabilité doit être tout aussi importante que la responsabilité dans le produit. Et aujourd'hui, on a la chance d'être à un moment de l'histoire où en fait les marques ont pris conscience qu'elles avaient la nécessité de se transformer, de changer. Et c'est pour ça que nous on part du postulat qu'on prend des marques qui sont déjà désirables. On va pas les aider à devenir désirables parce que c'est pas notre métier. Par contre, on va les aider à devenir responsables. Et c'est comme ça qu'on va contourner ce biais. Et le projet, je le trouve super, mais très ambitieux aussi. C'est bien, je trouve, parce que tu dis que l'objectif, c'est de faire ensemble de la mode l'industrie la plus responsable au monde. Ouais. C'est ambitieux. C'est hyper ambitieux, et moi, j'aime bien voir les choses en grand. Et je pense qu'en fait la mode a cette capacité à emmener plein de gens avec elle. C'est une industrie qui est très regardée, et c'est une industrie qui est très regardée d'autant plus à Paris. Paris, capitale incontestée de la mode, se doit d'être exemplaire sur ce domaine, et il faut on a un devoir d'influence. Tu vois, donc aujourd'hui, je pense vraiment que oui, l'industrie est déjà en train de se transformer. La caserne, c'est juste un coup de boost. Mais moi, mon objectif, c'est vraiment qu'on puisse dire, OK, la mode, c'est une industrie qui a réussi à se transformer, et en partant des gros, les petits aussi, mais tu vois, de manière très large. Et là, on a beaucoup parlé des créateurs, mais c'est la partie visible de l'iceberg. Moi, en réalité, j'ai envie aussi de travailler avec les fournisseurs, les tisseurs, de partir de la problématique de base, qui est la graine, tu vois, et d'essayer d'impliquer au maximum tous les acteurs de la chaîne. Et ça, c'est à la fois compliqué, et à la fois, c'est ça la richesse du projet, parce qu'en fait, je pense que ces personnes-là, comme tu sais, la chaîne est très longue, la chaîne de valeur est très longue dans la mode, et finalement les gens ont très peu se parlent pas beaucoup. Et je pense que si on les rassemble, en fait, il y a plein de solutions qui vont pouvoir éclore, et c'est beaucoup une question de réseau. Ça m'amène à te dire que en fait, ce qu'on apporte aux créateurs, c'est 3 choses. Le premier pilier, c'est la formation.
C'est hyper important parce qu'on se rend compte qu'en fait, on sait rien. Enfin, moi, je sais que je ne sais rien. C'est Socrate qui disait ça, et c'est en étant dans cet état d'esprit-là que tu arrives à t'ouvrir les chakras et à te dire, ok, j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc le premier pilier, c'est la formation. Le deuxième, c'est le réseau, et c'est hyper important parce que c'est en connectant les gens qu'on arrivera à trouver les solutions. Et le troisième, c'est les outils. Et tu vois là, il y a un autre truc que j'ai envie de mettre en avant, c'est qu'on va focus sur les solutions. Et là, j'ai découvert un truc génial la semaine dernière. Ça s'appelle Polyterre. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non. C'est un espèce de petite granule que tu sais, le gros problème avec le coton, c'est que c'est ça demande beaucoup d'eau. Énormément d'eau. Et en fait, quand tu mets de l'eau sur une plante, finalement, il y a que 20% qui est absorbé par la plante. Et tout le reste, ça part dans la terre. Et donc, c'est des petites granules que tu mets avec la plante, et ça absorbe comme une éponge l'eau, et ça permet d'économiser jusqu'à 80% de l'eau. Donc ça, c'est une solution. Tu vois, je crois qu'en plus, ça existe depuis 2 ans, mais il y a personne très peu de monde connaît. Et je suis sûre que des solutions comme ça, il y en a de partout. Même dans les matières premières, on a, alors, personne ne le sait là, mais il y a Sylvanie qui est à côté de nous, qui est une jeune femme que j'ai rencontrée il y a pas longtemps et en laquelle je crois beaucoup parce que c'est une experte du textile. Et on s'envoie des tonnes de textos et tout. Et à chaque fois, elle m'envoie des solutions, des nouvelles matières premières. Mais vraiment, tu te dis, en fait, les solutions existent. Il faut juste les mettre à disposition des créateurs et les aider aussi à grandir pour qu'elles soient capables de produire un gros volume. Mais en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce que tant qu'elles n'auront pas suffisamment de commandes, elles pourront pas. Voilà. Donc tu vois. Exactement. Ouais. Quand il y aura plus de volume, enfin les prix vont aussi baisser, ça deviendra plus accessible, donc plus de marques pourront encore en bénéficier. Ouais, c'est tout un cercle vertueux qu'il faut mettre en place. Exactement. Et à Paris, aujourd'hui, on n'a pas de lieu vraiment dédié à ça. Et je pense que la caserne est un beau projet parce que le lieu est magnifique, qu'on va y mettre dedans que des gens qui ont vraiment envie de se bouger. Et je suis certaine qu'on va avoir des résultats rapidement. Et donc tu le disais, on dit souvent que Paris c'est la capitale de la mode, mais où en est la ville dans la transition vers une mode responsable? Donc il y a la caserne, on sent quand même qu'il y a eu une impulsion aussi de la part de la ville de Paris pour vous encourager à aller vers plus de responsabilité. Comment tu vois la ville sur ces questions-là de durabilité, d'éco-responsabilité? Je pense que Anne Hidalgo a fait beaucoup pour la ville et beaucoup de gens la critiquent, mais moi je trouve qu'elle a eu énormément de courage et que c'est une femme de caractère et que c'est une femme d'action et franchement bravo parce que ça doit pas être facile tous les jours. Mais moi je trouve que la mairie de Paris fait son taf, tu vois. Ne serait-ce que de dire un espace comme la caserne doit être dédié à l'innovation dans la mode et nous pousser pour aller vers plus de responsabilité, c'est top. Et après, en ce qui concerne les autres grands projets qu'il y a sur Paris, je sais que l'IFM là est en train vraiment de se bouger aussi. Ils ont créé une chaire avec Kering justement pour réfléchir à ces problématiques de mode durable. Il y a 1 ou 2 personnes qui sont arrivées chez eux en interne qui travaillent que sur ça pour inclure vraiment l'éco-responsabilité, l'éco-conception au cœur de tous les programmes en fait. Il fallait pas que ce soit un programme à part, il fallait vraiment s'insérer dans la totalité des programmes. Oui, ça part de là, de l'éducation des prochains créateurs, designers. C'est hyper important, ils ont une responsabilité qui est folle et en fait, je pense qu'il y a un truc dans la mode aussi, c'est que jusqu'à présent, surtout dans les maisons de luxe, ce qui prime, c'est le style. Et en fait, c'est le styliste qui dessine et après, c'est les petites mains de la prod qui doivent trouver des matériaux qui correspondent à ce que le styliste veut. Sauf que aujourd'hui, moi, je pense qu'un vrai designer, le designer de demain, il doit prendre en compte les contraintes qui s'offrent à lui et de là doit naître sa créativité. C'est de la contrainte que doit naître la créativité. Et tant qu'on sera encore dans cette vision des choses où en fait c'est le style avant tout. Oui, le style évidemment, mais on peut avoir du style avec de la contrainte et il faut prendre en compte que voilà, on vit sur une planète où on le sait, les ressources, elles sont finies. On peut pas espérer l'épuiser sans arrêt, sinon ça va mal se passer. Donc les spécialistes disent qu'on a 10 ans pour transformer en profondeur nos méthodes de mobilité, notre façon de consommer, notre façon de produire. Sinon, c'est le chaos climatique et la fin du vivant sur Terre. Donc et le chaos climatique, ça va être des populations par centaines de milliers de personnes qui vont se déplacer et qui vont souffrir et qui vont mourir de faim, de soif, de chaud. Donc en fait, il est encore temps de se bouger. Et moi, je suis hyper contente parce que je trouve que cette nouvelle génération,
on se bouge, tu vois. Il y a plein de bonnes initiatives, et pas que dans le domaine de la mode, hein, dans le domaine de la food, dans tous les domaines, l'économie sociale et solidaire. Tu te dis, mais ouais, pourquoi on n'y a pas pensé avant, quoi? On peut faire du business, on peut faire du profit, c'est possible, et on peut aussi avoir une vision qui est que l'entreprise a un devoir de responsabilité pour améliorer la société. Et en fait, c'est l'entreprise et c'est l'industrie qui a le plus grand pouvoir d'action aujourd'hui. Parce que les États, oui, très bien, mais en fait, c'est aussi les entreprises derrière. Donc, tu vois, il faut le pouvoir de l'argent aussi, hein, évidemment. Qui est hyper important. Et c'est peut-être une question que j'aurais dû te poser au tout début, en fait. Mais c'est quoi ta définition de la mode durable, responsable? Alors, c'est une bonne question. La mode durable responsable, pour moi, c'est une mode qui sait se remettre en question, déjà, et qui est vraiment tout le temps dans la philosophie du questionnement. C'est-à-dire que ça part du début, quand je crée mon produit, quand je le dessine, quand je choisis les matières premières, je me pose la question de l'impact. Est-ce que je vais pas plutôt choisir du Tencel plutôt que du coton bio, parce que finalement, c'est plus... Mais pour ça, il faut de la formation, il faut savoir. Tu vois, il faut déjà avoir la démarche de je me pose la question, et ensuite avoir les bonnes infos pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc c'est ça, choix des matières premières, essayer d'avoir une production aussi qui est plus raisonnée. Et aujourd'hui, un des gros problèmes des marques de mode, c'est la surproduction, et notamment en fin de saison, en fait, on se retrouve avec des stocks qui n'ont pas été vendus en solde, qui ne seront pas vendus aux prochaines soldes, et qui restent là pendant des années et des années. Et en fait, ce stock, il a un coût pour les marques qui doivent le stocker, essayer de le vendre en permanence, machin. Et donc je pense qu'il faut complètement transformer le modèle, et ça tombe bien, il y a une solution pour ça aussi. Je ne sais pas si tu connais la société qui s'appelle Tekin, T-E-K-Y-N. J'en ai entendu parler, mais bon, probablement que les gens qui nous écoutent connaissent pas, donc on va peut-être expliquer ce que c'est. Alors, Tekin, c'est quoi? En fait, ils essayent de transformer le modèle de production en se disant, voilà, la problématique des marques de mode, c'est que j'ai des produits qui vont se vendre très bien en début de saison, et où je vais être très rapidement sold out, et j'ai des produits qui se vendent pas bien, c'est les flops, et en fait, je vais les garder hyper longtemps. Comment on peut faire pour éviter ça? Et la solution, c'est de produire que 20% de la collection en début de saison, et après de réussir à reproduire en flux tendu que les produits qui se vendent comme ça en fin de... Et comment ils font ça? En fait, eux, Tekin se positionne entre la marque et l'atelier. Et en fait, avant, la marque devait s'engager sur un minimum de quantité par modèle. Sauf que là, elle s'engage auprès de Tekin à un minimum de volume, mais au global. Ce qui fait que, en fait, pendant la saison, elle reproduit que ce qui se vend, que ce qui marche. Et donc du coup, c'est tout bénef, parce que effectivement, après, ça veut dire que tu es obligé de faire des plus petits batchs de production. Donc ça veut dire que ta pièce à l'unité, peut-être qu'elle sera un petit peu plus chère, mais en fait au final, ça change quoi que si ta pièce elle est un petit peu plus chère, au moins elle sera vendue parce que c'est un produit qui marche, et ça te coûtera moins cher cette analyse que de garder des stocks de pièces qui sont des flops et qui ne vendront jamais. Donc ça, c'est une bonne solution, je pense. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu parlais d'un programme sur 3 ans. Oui. Comment il va se découper concrètement pour les marques que vous allez accompagner? Effectivement, ça, 3 ans, c'est un peu ce qu'on a en tête, mais c'est possible que ça évolue, parce que en réalité, on ne sait pas si en 3 ans une marque elle est vraiment capable de se transformer. Moi, il y a un truc sur lequel je compte beaucoup dans ce projet, c'est la flexibilité. Voilà, j'optimise et je transforme le projet en fonction de ce qui est bien pour mon objectif principal, qui est de faire de l'industrie de la mode une des industries les plus responsables au monde. Donc 3 ans, c'est ce sur quoi on est parti. Comment le programme se découpe? Alors on a réfléchi avec Sylvanie sur un programme de masterclass de 40 classes par an, auxquels les créateurs pourront assister en fonction de leur volonté. C'est toujours, il y a rien d'obligatoire, hein. On n'est pas à l'école à laquelle on n'a pas envie d'aller. Moi, je crois très profondément au fait que, en fait, on arrive à apprendre et on arrive à changer des comportements à partir du moment où on aime ce qu'on fait, où on a envie de le faire et où on est passionné. Et c'est pour ça que le modèle de classe qu'on va créer, c'est un modèle assez différent. Déjà, ce sera des salles de connaissances. Et donc, du coup, c'est pas un professeur face à des élèves, un professeur qui a soi-disant la parole divine, non. C'est un espace de 200 mètres carrés qui est construit comme un salon avec des assises de hauteur différentes. Donc il y a sur une masterclass, tu as toujours 3 intervenants. On va essayer d'avoir à chaque fois un professeur, un chercheur et un entrepreneur. Et c'est une discussion où l'objectif premier qu'on donne à ces mentors, à ces intervenants, c'est de faire participer la salle. Parce que quand on parle de sustainability, personne n'a la bonne réponse en réalité.
réalité. C'est un partage de connaissances et ce qu'il faut, c'est que les gens s'approprient le sujet pour qu'ils puissent après. Et en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est que quand les gens écoutent les masterclass, ils aient en tête le fait que ils vont l'absorber et puis ils vont devoir aussi la transmettre après. Et c'est comme ça qu'on arrive à activer les circuits neuronaux où tu retiens les choses, en fait. Je m'intéresse aussi un peu aux neurosciences. D'accord. Et je pense que au niveau de l'éducation, il y a tout à transformer. Et j'ai envie qu'on soit une classe un peu nouvelle, voilà. Et il y a un autre truc, ça c'est une idée de ma copine Lisa Gachet. Du coup, dans cette optique d'activer les circuits neuronaux de la récompense pour les marques, je vais chercher des sponsors, des boîtes qui ont envie de s'impliquer, et je vais faire gagner des prix aux créateurs. C'est-à-dire, donc pour ça, il me faut un outil de mesure, parce qu'il faut que je puisse dire, ok, comment les créateurs. Oui, c'est ça aussi, on n'en a pas parlé. Hyper important d'avoir un outil de mesure. Comment tu dis une marque elle est plus responsable à J+60 qu'avant, c'est compliqué. Donc là, je suis en train d'analyser un peu tout ce qu'il y a comme outil sur la place. Et il y a le ePNL, je sais pas si tu en as entendu parler, de Kering, l'Environmental Profit and Loss, qui est un outil dans lequel tu rassembles, tu rentres beaucoup de data et qui te calcule une note inférieure à 0. Et quand tu es à 0, tu as 0 impact sur l'environnement. C'est un outil qui aujourd'hui est très complexe d'utilisation. Tout est en open source. Hein. Tu peux aller voir tu peux tout voir. C'est assez complexe à utiliser. L'idée, c'est qu'on arrive à le simplifier, à le démocratiser, et que ça puisse devenir vraiment un outil qui nous aide à voir la progression en fait des marques. Et voilà. Et c'est de cet outil qu'on arrivera à dire qui a été le meilleur élève de la classe, tu vois, et qui peut remporter des sous aussi, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Et moi, je me sens encore plus à l'aise de dire aux créateurs, allez, venez, on va transformer les trucs, ça va être, voilà, il y a des vraies décisions qu'il va falloir prendre, il y a des prises de risques. En revanche, je suis là aussi pour vous accompagner et vous êtes les premiers à le faire. Donc, il faut que vous ayez, aussi la monnaie de votre pièce. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est important de savoir comment on mesure qu'une marque en 3 ans s'est transformée, quoi, finalement. Exactement. Ouais. En gros, les outils arrivent. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on se les approprie et qu'ils soient simples d'utilisation pour les marques. Ok. Et ça aussi, ce sera partagé au grand public ? Ouais, bien sûr. Ok. Ah oui. L'idée, et même au-delà de ça, en fait, les masterclass, j'aimerais qu'un maximum de ces classes soient filmées et retransmises sur la plateforme La Caserne. Parce que je suis sûre qu'il y a des créateurs qui ont envie d'avoir accès aux classes et qui ne pourront pas forcément se déplacer ou y avoir accès. Donc, l'idée, c'est qu'on transmette le savoir au maximum. Est-ce qu'il y a une ambition aussi d'éducation et de sensibilisation du grand public avec ce lieu qui sera ouvert finalement à tout le monde ? Tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est la deuxième grande mission et c'est primordial parce que finalement le pouvoir aujourd'hui il est entre les mains du public, du consommateur. Et je pense que ce consommateur aujourd'hui il a envie de consommer plus responsable. Après il faut lui donner les clés de lecture pour pouvoir prendre des décisions en toute conscience. Donc oui, il y a des salles polyvalentes dans lesquelles on accueillera pareil des conférences qui seront ouvertes au grand public, des expositions aussi, beaucoup. On est déjà contacté par du monde. Enfin, il y a plein de bonnes initiatives et l'idée c'est de les mettre, d'en faire profiter un maximum de monde. Donc oui, le grand public aura toute sa place au sein de la caserne. Ok. Et juste, je me demandais aussi quelles sont les difficultés que vous avez identifiées, mais de la part des créateurs et des créatrices pour devenir plus responsables. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui est compliqué ? Alors, qu'est-ce qui bloque ? Souvent, moi, ce qu'on me dit, c'est que finalement, disons. Les créateurs, là, par souci de simplicité, très souvent, ils vont vers les trucs connus du grand public. Donc, au lieu j'utilisais du coton, je vais utiliser du coton bio. Tu vois, mais bon, finalement, est-ce que c'est si bien que ça ? On ne sait pas. Hein, il faut quand même analyser. J'utilisais du polyester, je vais utiliser du polyester recyclé. C'est déjà très bien, effectivement, mais après le polyester, tu peux l'analyser aussi. Il y a toujours la problématique des microparticules. Donc je t'apprends rien, mais il y a 500 000 tonnes de microparticules qui sont déversées dans les océans chaque année. Qui après c'est les poissons qui les mangent et nous on mange les poissons, donc c'est problématique. Mais ça aussi il y a des solutions, tu vois, il y a des algues là, je sais pas si tu connais Gunther Pauli. Ah non, je connais pas. Alors c'est mon nouveau, je l'adore.
En gros, lui, il fait plein de projets vraiment dédiés à la RSE et au fait qu'on peut faire un monde plus durable. Et en gros, il a créé des fermes d'algues en Amérique latine qui devaient produire du biogaz, ok. Et au bout d'1 an, ils comprenaient pas pourquoi ça marchait plus. Les algues, elles produisaient plus le gaz qu'elles devaient produire. Donc ils analysent le truc et tout, et ils se rendent compte qu'en fait, tous les pores des algues, ils sont bloqués par des microparticules. Ce qui veut dire que les algues, elles absorbent les microfibres, tu vois. Et en fait, il a fait une étude et il a dit qu'il faudrait 100 ans avec un parc de je sais plus combien d'hectares d'algues pour récupérer la totalité des microparticules, des microfibres qui sont dans les océans. Donc il y en a des solutions. Après, éponger la flaque d'eau si t'éteins pas le robinet, c'est un peu problématique aussi. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser ces matières qui sont issues de la pétrochimie, mais après, quelles sont les autres solutions qu'on a à notre disposition? Moi, j'ai pas la réponse, même si j'apprends chaque jour et chaque jour je suis impressionnée de toutes les solutions qui arrivent. En revanche, je m'entoure d'experts. Je m'entoure d'experts qui, eux, se connaissent et sont des têtes chercheuses, en fait. Là, tu vois, aujourd'hui, Sylvanie m'a présenté une marque qui s'appelle Circle, qui a un nouveau... peut-être je te laisse la présenter, tu la présenteras mieux que moi. C'est une marque de vêtements de sport qui est en train de se construire sur un système complètement circulaire. C'est un vrai challenge parce que surtout dans le sport où on a besoin de matières blend avec de l'élastane, donc comment recycler derrière. Et en fait, notre but, c'est d'avoir le système le plus clean possible, tout en sachant qu'il y a toujours des contreparties de toute façon à n'importe quelle démarche éco-responsable, et comment on applique et on met en place des solutions pour ces contreparties, comment on va essayer d'améliorer le système. Et donc, il y a plein de moyens que Romain Trebul a mis en place justement avec la marque Circle, et on est en train de développer les différents aspects, donc les matières, d'où elles viennent, comment elles sont récupérées, l'impact carbone, tout le processus ensuite de vente plus sur production à la demande en fait. Et puis tout le transport derrière, livré directement du fournisseur. Donc c'est tout un projet très complet, et c'est des marques comme ça qui vont nous aider à avancer aussi, parce que c'est des futurs modèles de l'industrie et de la mode. Ouais, tout à fait. Et il y a un truc qui était hyper captivant aussi dans son projet, c'est le fait qu'en fait quand tu achètes un vêtement, par exemple un truc de yoga, tu peux payer un abonnement qui a de 5 à 7 euros, et en fait après ton produit il est garanti à vie. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, si t'as fait un trou dedans ou que finalement tu l'aimes plus, il y a un autre legging de la nouvelle collection qui te plaît plus, et ben en ayant cet abonnement de 7 euros, tu peux échanger gratuitement ton legging. Et donc la marque Circle récupère le legging, ils savent en quel matériel il est fait, donc normalement ils savent soit le défibrer, soit le transformer en quelque chose d'autre, et du coup c'est vraiment un écosystème, cette marque. Moi je trouve ça passionnant, j'ai très envie de les avoir dans les casernes. Okay. Ils s'associent aussi avec des salles de sport. Enfin, tu vois, ils font plein de choses. Ouais. Ils proposent à leur communauté, une fois que tu as acheté un truc, d'accéder à des événements. Tu vois, c'est vraiment c'est une autre façon de vendre du vêtement. Et en fait, ils sont plus du tout sur le produit physique. Ils sont plus sur l'usage et sur le lien social, le sport. C'est top. J'aime beaucoup. Et pour revenir un peu aussi sur la caserne en termes de lieu, il y a aussi un enjeu de pas devenir un lieu parisien un peu snob. Ah, tout à fait, hyper important ça. Ouais. Hyper important, parce qu'en fait c'est à côté de la gare de l'Est, donc c'est un quartier qui est historiquement assez indien, un peu textile, et il faut surtout pas que ça devienne un lieu en fait pour les happy few de la mode, pas du tout. Et je pense que c'est aussi pour ça que la mairie de Paris a choisi notre projet, parce que voilà, nous ce qu'on veut c'est que tout le monde puisse se sentir à l'aise dans la caserne. Le restaurant pratiquera des prix qui seront très accessibles, c'est la priorité, et c'est pour ça aussi que c'est très important de s'intégrer au tissu local du 10e. Notamment, il y a la textilerie juste à côté, je sais pas si tu connais, c'est super. Elles font des cours de couture, elles ont une partie avec des vêtements vintage que tu peux acheter. Il y a aussi des rouleaux de tissu responsables. Et nous, tu vois, la textilerie, c'est la petite sœur de la caserne. Enfin, c'est la grande sœur parce qu'ils étaient là avant nous. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à travailler tous ensemble. Et oui, et je reviens sur l'école Louis Blanc parce qu'on a quand même la chance d'être
juste à côté d'une école. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est que les enfants, ils se sentent aussi chez eux dans la cour de la caserne. Et donc, j'ai rencontré les directrices, parce qu'il y a une école maternelle et une école primaire. Et on va essayer de créer un maximum de passerelles, en fait, entre nos deux lieux qui sont très proches. Par exemple, il y a des bacs pour planter des choses sur le rooftop. Donc pourquoi pas faire des initiations avec les enfants pour planter des choses de saison, les voir pousser, tu vois, voilà. Et en plus, c'est les consommateurs de demain, donc exactement. Ils ont aussi un rôle crucial à jouer dans la transformation de tout ça, quoi. Mais ça, c'est hyper important, et tu sais que pour moi, c'est vraiment un argument pour décider les marques à venir à s'engager avec nous. En fait, on se rend compte que les marques qui prendront pas le chemin de la transition aujourd'hui, c'est des marques qui auront un train de retard demain. Et je suis désolée, mais les jeunes, ils sont hyper impliqués, hyper engagés. Tu vois, c'est Régis Penel qui est mon associé, mon boss chez l'Exception, qui me disait que son fils cet été, je crois que c'est lui qui me disait ça. Ouais. Son fils cet été, en se baignant, il disait mais maman, est-ce que la crème que j'ai mise, elle va pas faire du mal aux poissons, tu vois, parce qu'ils sont conscients qu'en fait, voilà, il y a des actions qu'il faut plus faire, et ils se posent des questions pour tout. Donc ouais, moi je crois vraiment en cette génération là qui arrive, c'est les petits tueurs. Et je me demandais aussi quelle place va occuper l'innovation, parce que tu disais quand même que l'évolution de la mode et la mode responsable va passer par là. Et puis on l'a dit tout au long de l'interview, tu as présenté différentes innovations. Mais quelle place va occuper ce secteur-là dans la caserne ? T'as raison. Moi, je suis convaincue que c'est grâce à l'innovation qu'on pourra faire de la mode une industrie circulaire. Et c'est pour ça qu'il y a un espace de 300 mètres carrés dans la caserne, un open space, qui est sur le modèle de Station F, où les startups peuvent louer des desks pour faire partie de l'écosystème. Alors, la problématique que j'avais à la base, c'est que, tu sais, il y a un Fab Lab pour les marques, donc un Fab Lab textile. Et en fait, je pense que ces startups ont aussi besoin de Fab Lab un peu plus techniques. Et du coup, là, je suis en train de me rapprocher de grandes écoles. Alors, je n'ai pas le droit de dire encore qui, mais de grandes écoles qui sont a priori assez partantes pour faire des échanges. Et elles ont des labs de 3000, 4000 mètres carrés aux portes de Paris. Donc voilà. Et l'idée, c'est d'accompagner donc ces startups en les mettant en relation avec les marques et en leur donnant un maximum d'outils pour développer leurs produits et le mettre en relation et le tester directement sur des marques, en fait. Ouais. On va peut-être préciser ce que veut dire Fab Lab. Alors Fab Lab, Fab Lab, c'est un mot très à la mode dans les espaces incubateurs. Mais en gros, Fab Lab textile, ça va être des tables de couple, des surpiqueuses, des machines à coudre, tout ce qu'il faut en fait pour faire des prototypes. Et mon rêve aussi, ce serait que dans ce Fab Lab, on arrive à mettre un labo test de durabilité produit. Ça, c'est une idée qui vient de Julia de Loom. La problématique, enfin là, on est en train de regarder la faisabilité du truc ou pas. Ça dépendra de la taille des machines et de la façon aussi dont on peut gérer, tu vois, l'eau, etc. Donc, mais ça, j'adorerais parce qu'en fait, la durabilité des produits, c'est hyper important. Et aujourd'hui, toutes les marques n'ont pas le temps de faire les tests de stabilité des couleurs, de stabilité tridimensionnelle, etc. Je suis pas une spécialiste, mais je sais qu'il y a plein de tests à faire. Et si on pouvait leur donner la possibilité de le faire à moindre coût dans la caserne, ce serait un outil de plus et un outil très utile. Tu as été citée pour parler de toi un petit peu. On va essayer de parler un petit peu de toi pour finir l'interview. Tu as été citée dans la liste des 50 personnes qui font Paris par My Little Paris. Ouais, très cool. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton nom dans cette liste de personnalités qui changent la ville, quoi? Ouais, j'étais trop contente, surtout qu'il y a plein de gens hyper cool avec des projets hyper engagés et tout. Donc j'étais vraiment contente, très heureuse de faire partie des 50. Après, moi pour l'instant j'ai rien fait encore. Tu vois, je suis vraiment au début du projet. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Je suis en train de le construire petit à petit, mais je suis convaincue qu'en fait ce qui compte c'est pas les idées, c'est l'exécution. Et bon, je pense que je suis bonne en exécution aussi, donc ça va aller. Mais voilà, c'est une belle reconnaissance pour un projet qui est en train de naître. Mais j'ai encore tout à prouver et go quoi. Ouais, parce que ta nomination, c'était celle qui fait changer la mode. Celle qui fait changer la mode. Là, j'avais beaucoup de poids sur mes épaules. Un peu, hein. Ouais. Un peu. Mais je pense qu'on est plein à vouloir faire changer la mode. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un lieu physique
ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai aussi des convictions et un engagement et une façon de faire les choses qui me sont propres. Donc j'espère que je saurai faire la différence. Mais honnêtement, j'ai pas de crainte sur le fait qu'on va faire bouger les choses. Je le sais, je le vois, je sens que les gens ont vraiment envie d'un projet comme ça. Et je sais que une de mes forces, de mes capacités, c'est d'arriver à rassembler les gens. Et aussi, je suis très curieuse et je pense que la curiosité, c'est contagieux. Et qu'en fait, quand tu donnes envie aux gens d'en savoir plus, d'apprendre, de creuser, de partager ensuite, c'est tout bénef, quoi. Donc, c'est beaucoup de poids sur mes épaules, mais je me sens assez forte. Et surtout, ouais, hyper important, je m'entoure des bonnes personnes, je m'entoure de spécialistes, je m'entoure de beaucoup de femmes, c'est vrai, beaucoup de femmes, hein, mais c'est pas par exclusion des hommes, c'est juste que pour l'instant j'ai eu des coups de cœur et je fonctionne beaucoup au coup de cœur, donc je sais m'entourer et je suis en train de créer une équipe de guerrières et de guerriers pour vraiment, tu vois, m'accompagner. Je suis pas toute seule, je peux pas faire ça toute seule, not possible. Et il vient d'où cet engagement que tu as ? Et écoute, c'est une bonne question. Franchement, c'était plutôt un déclic chez moi. J'avais eu un premier petit déclic il y a 3-4 ans par rapport à la viande. J'avais arrêté de manger j'avais vu un documentaire horrible et j'ai plus de viande. Après, j'ai recommencé à manger de la viande et puis là, avec ce projet de la caserne, vraiment, je me nourris de documentaires et tout. Donc vraiment, maintenant c'est ancré en moi. Il y a pas un truc que je fais où je me pose plus la question, tu vois. C'est partout. Et c'est marrant parce que ça vient pas du tout de mes parents, parce que mes parents c'est pas trop leur truc. Et au contraire, aujourd'hui, j'ai vraiment un rôle dans la famille de les sensibiliser et c'est vachement bien parce que du coup, je me rends compte des barrières auxquelles je vais pouvoir me confronter, des gens qui sont pas du tout engagés comme nous et qui comprennent pas du tout ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a un truc hyper important quand t'es engagé, c'est d'essayer aussi de transmettre, d'en parler et d'avoir un discours qui est jamais moralisateur, mais qui est vraiment dans le partage et voilà. Il faut transmettre. Ouais, sans culpabiliser, sans ouais. Sans que ce soit anxiogène. Et au contraire, il faut ramener un peu de bonheur là-dedans, tu vois. Et en fait, le fait de travailler tous ensemble sur un projet qui ait du sens, ça soude et ça rend heureux les gens. Donc ça, c'est top. Moi, je parle beaucoup. J'essaye, en tout cas, quand je suis dans un bon mood. Et je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui sont, désespéré en fait. Il dit mais ça sert à quoi votre projet ? De toute façon, c'est foutu. Et je suis là mais non, allez, il y a plein de solutions. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu te rends compte que sur une discussion de 10 minutes, des fois t'arrives à faire switcher. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Je trouve que c'est ça le plus dur. C'est quand les gens autour de toi te disent non mais en vrai, de toute façon on est foutu, ça sert à rien. Je trouve que c'est assez compliqué de répondre. Je sais pas si t'as une. Alors moi je conseil pour. Alors un conseil, je sais pas, mais ce qui est important, c'est que les gens voient que toi tu y crois. Et déjà, s'il y a une lueur d'espoir dans ton regard, les gens vont petit à petit y croire. Et je sais plus qui est-ce qui disait ça, mais en fait, le fait d'être positif, c'est une force de courage qui donne envie aux autres et qui mène au succès. Donc être hyper positif et essayer aussi d'avoir des arguments clés, des chiffres, parce que voilà des solutions, et tu vois, et essayer d'être factuel dans ton discours. Et puis faut pas lâcher quoi, même si, et puis de temps en temps tu vas être face à des connards qui vont dire non mais arrête de faire ce que tu fais, tant pis pour toi. On revient la prochaine fois, on n'abandonne pas, on retravaillera la prochaine fois. Ouais. Si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi ? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que d'un point de vue personnel, honnêtement, je pense que je pourrais faire beaucoup plus. Et je suis vraiment dans une démarche d'essayer d'améliorer les choses. Je me rends compte que ça nécessite en fait beaucoup de temps et d'organisation. C'est pour ça que j'y vais step by step. Mais pour être très concrète, par exemple, dans ma salle de bain, aujourd'hui, tu vois, je suis passée au savon solide. Bon, ça c'est très simple. En plus, il y a plein de marques super qui commencent à sortir. Moi, j'adore Ciment, par exemple. Après, sur les shampoings, par exemple, j'ai encore du mal à me séparer de ma bouteille en plastique L'Oréal parce que dans mon commerce de proximité, mon Carrefour Market, j'ai pas de solution qui
s'offre à moi. Donc je pense que il y a un travail de ma part à faire pour aller chercher les produits qui me correspondent, et deux, je pense que les grands groupes ont une vraie responsabilité. Ils doivent proposer aujourd'hui dans des commerces de proximité des solutions. Voilà, moi je veux du shampoing solide. Aujourd'hui, j'en trouve pas. Donc L'Oréal, j'ai fait un appel et les autres. Si vous écoutez, si vous nous écoutez, donnez-nous les solutions de consommation qui nous conviennent. Et c'est eux aujourd'hui qui ont le pouvoir de faire toute la recherche et le développement nécessaire pour pouvoir mettre à disposition ces produits. Donc il faut qu'on y aille. Et après, alors la deuxième chose, c'est que d'un point de vue professionnel, en revanche, je suis vraiment très très engagée dans le sens où je me pose des questions toute la journée sur est-ce que c'est bien ce que je fais, quel est l'impact, et ça va du plus petit truc du style envoyer un email avec une pièce jointe à une personne qui est juste à côté de moi. Bah ça, j'essaye de plus le faire, surtout que ça favorise aussi le lien avec les équipes, c'est-à-dire ok, elle est juste à côté. Est-ce que c'est pas mieux de mettre mon fichier sur une clé USB et d'en discuter? Plutôt que d'envoyer ça par email. Et puis aux décisions aussi beaucoup plus importantes, comme avec qui on fait des partenariats, est-ce qu'on discute avec H&M, comment on fait pour prendre des décisions qui sont tout au long de la journée engagées. Et j'aimerais bien parler un petit peu aussi de ton parcours, revenir un peu en arrière, parce que j'ai trouvé peu d'informations finalement sur toi et où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu as étudié, comment tu es tombée dans la mode. Alors moi c'est assez simple. J'ai grandi, je suis née à Boulogne-Billancourt. J'ai vécu 8 ans au Canada. J'ai déménagé très très souvent. On n'a jamais resté plus de 2 ans dans les mêmes écoles. J'ai 2 sœurs. Moi je suis une passionnée des sites internet. Je suis une geek en fait, un peu une geekette à la base. J'ai fait l'ISG, Institut supérieur de gestion, pour le parcours international. Donc 2 mois Tokyo, 2 mois Shanghai, 6 mois New York, 1 mois Hong Kong. C'était super parce que ça m'a permis de monter plein de projets de micro-entrepreneurs. Hein, tu vois, je faisais mes trucs dans mon coin, mais et après voilà. Écoute, j'ai fait quoi? J'étais chez Nina Ricci. Ensuite, au service digital. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer une femme extraordinaire qui s'appelait Laura Fauduc, qui était ma big boss, c'était ma N+2. À l'époque. Et en fait, en arrivant en stage, je faisais 2-3 trucs les premiers jours. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, bon, écoute, elle me dit, ça se passe bien et tout. Je dis, je m'ennuie un peu, j'ai plus rien à faire et tout. Donc elle m'a mis à bosser sur un dossier de 200 pages qu'elle devait présenter au CODIR de Puig. Donc c'est le groupe Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Parfum, machin. Et donc super, elle m'a beaucoup appris. Et après cette expérience, direct l'exception. Voilà. Et après, 7 ans d'exception et la caserne, voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens de l'exception? Parce que pendant 7 ans, j'imagine que tu as dû en apprendre des choses sur l'univers de la mode et l'industrie textile. Ouais, tout à fait. Et en fait, moi, l'exception, j'y suis encore aujourd'hui. Je partage mon temps entre les 2 projets. Et donc, t'imagines que les semaines sont chargées. Ouais. Écoute, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai monté les échelons. C'est une très belle boîte. C'est très agréable de travailler avec Régis Pénal, qui est quelqu'un de très intelligent, très smart, très business. J'ai appris à connaître le monde des petits créateurs que je connaissais pas du tout. Tu te rends compte que en fait il y a des esprits qui sont hyper créatifs, tu vois, qui partent dans tous les sens, et tu te rends compte que finalement ils ont très souvent les mêmes problématiques. Et c'est pour ça je crois que c'était en 2015, on avait monté un programme de meet-up où justement en fait on récupérait les problématiques des créateurs et on faisait des meet-up où il y avait une 40aine de créateurs qui venaient, on faisait intervenir des gens, tu vois, déjà. Et donc on réfléchissait ensemble à comment réfléchir. Donc t'avais des trucs sur les relations presse, t'avais un truc sur la mode éthique aussi, où Nora avait été intervenue. Qu'on peut réécouter dans le podcast, c'est l'épisode 2, je crois. Nora. L'épisode 2, Nora. Ouais. J'adore aussi cette femme, elle est incroyable. Who cares? Elle est vraiment engagée, elle a envie de faire plein de trucs, elle a un dynamisme de fou. Et alors tu vois, pour te raconter une petite histoire avec Nora, à l'époque où elle travaillait chez Business France, il me semble, et on l'avait rencontrée pour l'exception, pour un projet à l'international. Et en fait, je l'ai rencontrée 1 demi-heure dans ma vie, mais à la fin, elle m'a dit, je sais que t'es une fille de caractère, tu fais ce que tu dis et je sais que tu vas y arriver. Un truc comme ça. Et ça m'a marqué, en fait, et je l'ai pas revu après pendant 2-3 ans. Mais tu sais, t'as des gens comme ça qui te donnent de la force.
et qui te pousse et qui te push. Et c'était un rendez-vous business, mais putain, elle m'a grave marquée et très souvent je repense à elle et je me dis ouais, elle a eu confiance en moi alors qu'elle ne me connaissait pas et elle a eu raison. Hein? Et elle a eu raison, exactement. Et juste pour savoir, est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile? Est-ce qu'il y a eu parce que parfois c'est un documentaire, parfois c'est un livre. Est-ce que pour toi il y a eu un moment vraiment très précis, daté, ou c'est plus au contact des créateurs? Non, c'est plus voir l'accumulation des stocks, les docus aussi. Alors comment ça s'appelle, de True Cost. Et puis après, il y a un Patine, Charlotte de Patine, qui a monté sa marque. Donc elle écrivait beaucoup aussi sur le blog, etc. Elle racontait toutes les dérives. Et en fait, je pense que quand tu t'intéresses un peu, tu es curieux, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de projets qui se montent. Et s'il y a des projets comme ça qui se montent, c'est parce qu'il y a une problématique. Donc voilà, c'est en fouillant un peu partout, quoi. Mais j'ai pas de souvenirs de moments déclic, non. C'est progressivement, comme pour ta prise de conscience écologique de façon générale, quoi. Ça a été progressif. C'est au bout d'un moment, tu te dis bon ben ouais, tu te rends compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond et tu te dis bon ben c'est peut-être aussi un peu de ma faute et alors comment je fais pour y remédier et quel est mon rôle dans tout ça et comment on peut essayer de transformer les choses. Ouais. Et c'est bien, c'est agréable parce que t'es optimiste et notamment sur la mode. C'est important, je crois. C'est important, sinon on va pas aller loin. On va pas y arriver sinon. Ouais. Non, je suis optimiste et je suis beaucoup dans l'excès. Ça, c'est hyper perso. Beaucoup dans l'excès, mais dans tout, hein, dans le travail, dans tout, dans l'amour, dans la bouffe, Et en fait, je pense que si t'es pas passionné, si t'es pas à fond, moi, ça me rend pas heureuse. Bon, après, il faut avoir des nuances aussi, hein, c'est important. Je travaille dessus. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Écoute, c'était simplement voilà pour savoir un peu, l'optimisme aussi d'où ça vient. Ouais, et puis, l'optimisme. Non, mais c'est toujours été en moi. Ça pour le coup, vraiment, je suis vraiment quelqu'un de hyper positive. Je vois pas de problème, je vois que des challenges. Ça vraiment depuis longtemps. Et je suis heureuse de vivre, quoi. Je suis hyper, je suis naïve, je suis un peu naïve, hein, c'est vrai, mais franchement, ma naïveté, c'est aussi une force parce qu'en fait, moi, je crois à ce qu'on me dit. Et après, par contre, si je suis déçue et si la confiance est perdue, tu peux galérer, quoi. Mais je crois profondément que l'être humain est bon. Et c'est pas tout bisounours de dire ça, c'est parce que je pense que plus tu crois que les gens sont bons, plus ils vont l'être, tu vois. Tu leur donnes aussi cette capacité, cette force, et c'est hyper important d'essayer d'être positif. Ça change les visions, ça change des choses. Et alors la dernière question rituelle de ce podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie? Eh ben, Gunther Paoli. Gunther Paoli, vraiment en ce moment, c'est mon modèle. Alors, tu veux que je t'explique en 2 minutes son concept? Ouais. C'est l'économie bleue. En gros, ce qu'il dit, c'est que aujourd'hui, pour que notre planète roule, il faut qu'on arrive à prendre des déchets d'une industrie, on y ajoute de la connaissance et ça égale du profit. Moi, j'ajouterais aussi dans son équation qu'il faut des investissements. En gros, il faut déchets, connaissance, investissement égale profit. Par exemple, un exemple très concret, tu vois, quand on fait du café, le marc de café, après on n'en fait rien et tout, alors qu'on n'utilise que 2% de la biomasse du café. Or, c'est un fabuleux terreau pour faire des champignons. Donc lui, il a créé plein de petites structures qui en fait récupèrent le marc de café et en font des cultures de champignons. Par exemple, tu vois, les feuilles de papier, en fait, une feuille de papier, c'est des arbres coupés et c'est 9 litres d'eau par feuille. T'imagines? Ok, ils ont trouvé un procédé où ils prennent des pierres des roches de la mine et en fait ils y rajoutent une petite substance à 20% et ça fait des feuilles qui sont recyclables à l'infini. Et tout son concept, c'est de dire ok, prenons tous les déchets qui existent aujourd'hui et essayons de les transformer en matières premières pour d'autres industries. Donc super. Moi, je crois qu'il a raison et qu'il faut vraiment s'inspirer de ce mec-là et de ce nouveau modèle pour transformer. Très bien. Et ben merci beaucoup pour merci à toi. Ce discours hyper inspirant et très positif. Merci beaucoup. Merci à Maëva d'avoir participé à cet épisode de Nouveau Modèle et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.